Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Ok, on est de retour, toujours sur Club Poker Radio et nous ont rejoint Gaël. Bonsoir Gaël. Bonsoir, bonsoir. Cache ta joie, putain, ça va? Ça me fait très plaisir d'être avec vous. Ouais, Pas nous. Attends, je fais... Mais tiens, pourquoi à chaque fois que tu dis, on a l'impression que tu mens? Ouais, c'est vrai, grave, t'as une voix de faux Je cul. suis très content. Non, c'est Pas de vrai. sincérité. Ouais, c'est moi, c'est comme ça. Bon, Désolée. allez, on va parler avec celui qui C'est nous joli. intéresse ce soir. Je suis désolé, c'est pas toi. C'est bonsoir Rainer Campe. Ah non, il faut dire Campe. Campe. Un peu. Camp would be my way of saying it. Camp. Ok. Thank you to... Putain, c'est un enfer. It's a pleasure. It's a pleasure. It's a pleasure. I'm Yes. the one who's gonna talk. Okay. Pleasure's mine. I'm glad to be here. Thank Thanks for having you. me. So Gaël is gonna do the interview in Dutch. No? No, in English. In English, it's English? gonna be Okay, better. okay. Yeah, sure. I'm very disappointed. Ouais, Yeah. j'étais vachement plus. Yeah, I'll just Well- answer in German and you guys figure it out. Oh, Okay, yes. no Oh my problem. God. All right. I'm just say Paris Saint-Germain, you know. Just Can we? Okay. Please don't cut. stay with That us. Stay with us. That was a disappointing game. You want Two- all two the- disappointing Just games, actually. the lucky fish win sometimes, you know. Just was kind of don't was tap- kind of deserved in the end, I guess. Ok, Gaël est là. Je regardais le match. Ouais, bref. Anyway. So yeah, thank you for being with us. It's really cool to have you on the show. Yeah, the first question is you're part of the No Limit Gaming Group with like many other names like Stefan Schillebel. My pronunciation is really bad. Sutton-Meyer, too, Feder Holtz, Manning Losers, and many others. So can you tell us more exactly about that project and what you're trying to achieve and build for the poker community? That's good that you asked that because I was actually having a beer at Stefan's in the evening, and I just came over from there, and we talked about it a little bit. And one of the things that came out there that I'm not really sure what's happening there, because it's like kind of a very difficult stretch between the gaming and the poker. For one part, it's just that the gaming, you want to address an audience that is like under 18, and you don't like always want to get them towards gambling. But on the other hand, people like Stefan and Fedor, they feel like in poker, a lot of things are being done that's like super helpful for like building good teams in gaming, just like from the rationale and the effectivity. There's so it's like a lot about professionalism in that extent. But yeah, if you would want to know details, I just know that the Counter-Strike team is doing really well this season, and we want to get into. They want to get a League of Legends team going very soon. So there's going to be a few cool things coming up. Mm-hmm. Non, parce que je me demandais par rapport à la team No Limit Gaming. Donc, il y a plein de noms vraiment énormes dans cette team. Donc, Stefan Schillebel, Sutton-Meyer, Feder Holtz, Manning Loser, il y a Anna Marquez, il y a plein de gens. Il y a des gens qu'on n'a pas eu. Non, bah Là, oui. on a eu tout le monde, hein, quasi, hein. Non. Schillebel, on l'a pas eu. Sutton-Meyer, on l'a eu. Non, Sutton-Meyer, on l'a pas eu. Non, on l'a pas eu. Non, Sutton-Meyer, on l'a eu. Sutton-Meyer, on l'a eu? Ah Non, oui, c'est vrai. Sutton-Meyer. Bien sûr, on l'a eu. Oui. Ouais. Et donc voilà, je demandais ce qu'ils essayaient un petit peu de vraiment construire avec cette équipe-là, parce qu'ils ont vraiment créé une équipe quand même super forte. Et donc, il a dit que justement, il était avec Schillebel là juste avant, il prenait une bière et tout, et donc ils ont un petit peu parlé de ça. Et ils essayent de faire quelque chose un petit peu entre le gaming et le poker. Il y a un petit peu une limite un peu bizarre, parce qu'à la fois, c'est vrai qu'avec les gens du gaming, tu attires aussi beaucoup de gens jeunes. Mais avec l'image du poker, tu essayes aussi de faire quelque chose, de montrer que c'est un milieu aussi très professionnel. Donc, il y a une espèce d'équilibre à trouver un petit peu entre les deux. C'est ce qu'il essayait d'expliquer. Et donc, voilà, ils sont un petit peu dans cette optique-là. Leur équipe de Counter-Strike, elle marche super bien. Et ils essayent d'en construire une League of Legends aussi bientôt. Donc, voilà, ils ont plein de projets qui arrivent. Donc, ils sont vraiment en train de se placer entre gaming, poker sur ce créneau-là, quoi. Donc voilà, ils essaient de construire un truc super cool autour de ça. Donc affaire à suivre, quoi, en gros.
We also have Todd on the team. Like he's a famous French Warcraft player. Like maybe you know him. So we have he's in the team as well. Great guy. Il vient d'avoir un joueur de français qui est super connu. Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est qui du coup? Bah, j'ai entendu Todd. Oui, c'est ça. Non, I'm not sure. Ok, j'ai pas entendu. Mais c'est un joueur d'e-sport? Oui, c'est un joueur e-sport. He used to play for 4K, like 4K Todd. He played Warcraft, like one of the best. Okay, yeah, Todd. If that's not your scene. Oh yeah, TOD. Ok, Todd, ok. Todd, oui, ça me parle. Ok, donc vraiment dans l'e-sport, dans le gaming, donc voilà, sur ce créneau-là, donc ils essaient de recruter plus, voilà, c'est pas uniquement qui joue à Warcraft. Voilà, c'est ça. And yeah, about your career, so it's a really like a full career. You have like more than 41 cashes over 100K. You have like 20 million in live winnings, and you're third in the all-time money list Germany. So there is really a lot to say. So it's difficult to make a list. So when you look back at your career, like what do you think are you the most happy about and the most proud about? I mean, for like live poker, it was definitely the time around 2015, 2016 when I had like great runs in main events and like transitioned into high rollers. And for the first time, I was, able to play whatever tournament I wanted to play, which is like a super unique situation, because usually you look at the schedule and there's like only a range of tournaments that you're actually allowed to play or that you can play. And suddenly those options were just like, you could literally play every tournament in the world. And like, basically you can, make your whole plan around that, and you can go the stops that you want to go. So yeah, that was, I really enjoyed that lifestyle and that position to be in for quite a couple of years. Mm-hmm. Non, parce que si on résume sa carrière, c'est vraiment énorme. Il a plus de 41 cash de plus de 100 000 euros. Voilà, il a plus de 21 millions de gains en live. Donc, il est troisième de la All-Time Money List Germany, vous l'avez dit. Et donc, il a dit pour lui que finalement, la meilleure, ce dont il est plus content dans sa carrière, c'était l'époque 2015-2016, où il est vraiment passé à un niveau supérieur et il a pu jouer les Super High Rollers et tous les tournois dont il avait toujours rêvé de jouer. Ça a été 2 années hyper importantes dans sa carrière où il est vraiment passé au niveau au-dessus. Et il a dit, c'est vrai que généralement, quand tu joues au poker, il y a toujours une espèce de limite de tournois que tu ne peux pas vraiment jouer ou de trucs auxquels tu dois un petit peu te restreindre. Et il a dit là de pouvoir jouer tous les tournois dont j'ai toujours rêvé, d'aller à tous les stops sans aucune limite, sans aucune restriction. C'était un moment assez énorme de passer ce cap, en fait. Donc, pour lui, ça avait été une époque très importante. And yeah, as you said, like 2015, 2016 was really like a key moment in your career, was really like you reached like a new level. So we talked a lot about that with poker players usually. How did you feel you had a key moment in your game when were you like, okay, no, I understand and I can, like, I reach a new level, like, I get it now? Like, did it happen to you? Interesting question. I assume, like, because I have like a sit and go background where it's just like, basically like you just back then at least, you just like put your decisions into a tool and you got the right result, and you like, every decision you just like come a little closer to what you consider to be perfect or whatever. But the game itself wasn't so it wasn't very flexible. It's just like it's like a niche in that extent. So I guess once I translated that to live tournaments, that's probably when I had that feeling that it's not actually just something that you learn and then you get to do it, but you're actually able to implement it very well, doing like more flexible with these kind of stacks than other people, just because how often and how repetitive you've repeated those decisions. But yeah, I would say that moment happened once I transitioned to live poker, because especially in sit and goes, everybody was as good, kind of. It was always like 4 really good players and then 1 or 2 not that good players. But there wasn't really there wasn't, I wouldn't have felt like I was the best, because I always knew like the other people kind of, or most of the people in the field basically make the decisions the same. So
that feeling probably came a lot later. So probably around the same time, like 2015, 2016, when I was like super comfortable of where I was at the time. Mm-hmm. Non, parce qu'on parlait du key moment que plein de joueurs ont parlé. Donc pour lui, c'était un petit peu ça. Ça rejoint cette époque 2015-2016. Bah, c'est là où il s'est mis à jouer donc, des super rollers, où il a vraiment explosé sur le circuit. Et dit pour moi, cette espèce de key moment, au final, c'est exactement au même moment, quand il a vraiment fait la transition sur le live, en fait, parce que peut-être de son passé de sit and go. Donc, il jouait beaucoup en live des sit and go. Et donc, il dit on avait un petit peu tous le même niveau. Peut-être il y avait toujours 4 joueurs super bons et peut-être 1 ou 2 joueurs qui étaient un peu plus moyens, mais c'était un petit peu tout le temps la même chose. Et que de passer au live, ça l'avait vraiment aidé à... je ne sais pas comment... Apprendre un edge, quoi, sur d'autres... Apprendre un edge, voilà, sur il parlait aussi les des logiciels. Enfin, je pense que c'est aussi l'arrivée des softs qui aident un peu à la décision et de rendre compte qu'on peut prendre des meilleures décisions avec les logiciels aussi. Ouais, et que donc voilà, donc c'était cette période vraiment de transition beaucoup plus sur le live où là ça l'a aidé à prendre conscience de pas mal d'autres choses de ses décisions et de s'approcher toujours un petit peu plus de la meilleure décision à faire. En fait, c'était un petit peu ça qu'il expliquait. Donc voilà, il n'y a pas eu de moment vraiment clé, mais c'est plus le passage au live qui l'a beaucoup aidé dans son jeu. And yeah, about your victory that really everybody talked about it in the Super High Roller Bowl in 2016. At that time, it was like a super huge event. It was one of the very first like super high roller, like that important, with a lot of media coverage. Everybody talked about it and TV and everything. So how did you feel with the pressure at that time? And you were also heads up with Federholz, who is like a friend of yours, and you played a lot with him. And he also, you said in an interview that he pushed you to play that tournament. So how did you handle of that like attention on you? Yeah, I mean, those were a long 4 days because, like as you said, the media coverage was pretty big, and also the whole event was streamed. So there were, it was just like 4 long days of your every move being under surveillance kind of thing. It was also one of my first super high rollers, definitely my first 300K, and like a lot of basically all the big names at the time, or like now even, were right there. Yeah, I mean, to be honest, like in regards to the attention afterwards, I didn't even realize it that much because it was the start of the summer. It was Vegas. There was like poker to play every day. So I probably didn't even realize, I didn't realize and enjoy the moment as much as I hope I would now. It's just, it was kind of business as usual right after, because the WSOP was starting, and I dived straight into that. Non, parce que je me demandais, c'est vrai qu'à l'époque de Super High Roller Bowl, quand il y avait eu à l'ARIA en 2016, c'était un des plus gros tournois qui avait encore jamais existé à ce moment-là, et surtout un des plus médiatisés. Donc il est arrivé en heads-up contre Federholz, c'est lui qui a gagné, et c'est Fedor justement, qui est un bon ami à lui, qui l'avait poussé à jouer ce tournoi-là. Donc je me demandais un petit peu comment il avait géré toute cette attention sur lui comme ça d'un coup, parce que c'était vraiment le gros événement de la décennie, quoi, un petit peu. Et donc il a dit, c'est vrai que sur le moment je m'en suis pas trop rendu compte, parce que voilà, c'était la période de Vegas, il y avait un petit peu des tournois tous les jours, et donc j'ai pas vraiment réalisé sur le moment, parce que voilà, j'étais plus en mode à jouer un petit peu tous les jours. C'était 4 jours super intenses, et c'est vrai qu'on avait tout le temps les caméras sur nous et que c'était quand même très très fort. Mais il dit que voilà, sur le moment c'est vrai qu'il n'avait pas trop réalisé plus que ça, et que c'était un petit peu le jeu de tous les jours, poker comme d'habitude, et voilà, ça lui a pris, il a dit aujourd'hui peut-être que je réaliserai plus, mais à l'époque non, pas vraiment. On rappelle, c'était un $300 000. Hein. C'était un $300 000, et il a gagné 5 millions pour le premier prix. Écoute, c'est pas dégueu, Bon, mieux qu'un point dans l'œil, j'ai envie de dire. Mathieu aurait dit non tout à l'heure, parce qu'il n'est pas heureux. S'il n'est pas heureux, il aurait dit non. Mais, And yeah, I guess it was also really nice to be against Fedor heads up with like I think is a good friend of yours. It's like a home game for 5 million. It's like a... Yeah, I mean, that part is amazing, because like we've been pushing each other for quite a while at the time, and now we were both there, like on the biggest
biggest scene, like, you know, where he kind of had pushed to be for a while. And he kind of just like, you know, pulled me with him a little bit here and there. So yeah, that was ridiculous. That was awesome. So that's what just making it heads up would probably still be my favorite moment in poker. Ouais, que finalement arriver en heads up contre Fedor, voilà, ils se connaissent depuis super longtemps, et ils s'entraînent l'un l'autre, ils se poussent l'un l'autre, et donc arriver à ce niveau-là tous les deux en heads up, c'était un truc vraiment énorme. Donc c'était un des plus beaux moments, peut-être le plus beau moment finalement de sa carrière de joueur, c'était quand ils se sont retrouvés tous les deux en fait. And I remember that we interviewed Seth Davis recently, and I mean in the past, and he said like entering the super high roller tournaments, it's kind of like entering in some way a privileged club, and you kind of have to show that you like deserve your place kind of way. Like it can take some time. Like, do you agree with that or not at all? I mean, it's just when you enter, it's a completely different vibe than other tournaments, because like there's no late registration. There's like there's a dress code, so there's cameras everywhere. There's like this big room with the tables. I never noticed that. For the first okay. Super high roller, there was a dress code that was actually like kind of implemented, or at least people played along. Afterwards, it was taken a little more casual. But yeah, everybody's there. So basically, there's like, you know, there's just like certain things. There's like small talk before the tournament starts. Like, you know, you shake people's hands. Like, you know, everyone on the table shakes each other's hand, which is like, you know, that doesn't really happen in other tournaments. So like from that kind of vibe is it's something special. And then the other thing in regards to the pressure that comes within the tournament, it's just like, you know, most tournaments that are televised where people see your cards. And that people actually watch, you know, that kind of puts you out there, right? Like, because you will be judged for good decisions, but you will also get credit for a good run for the most part. So yeah, it's definitely, you know, with all the money on top as well, it's hard. You're not necessarily used to the cameras. You're not necessarily used to playing for millions, and you're not necessarily used to people knowing what you folded and what plays you did, you know. So it's like all of that definitely has like an influence on how you're perceived in the community. Non, parce que je me demandais par rapport à cette image d'entrer sur des super high rollers, c'est un petit peu comme entrer dans un club privilégié, qu'il y a une espèce de quelque chose qui se crée, que tu dois un petit peu montrer que tu mérites ta place. Il y en a qui nous avaient dit ça, des joueurs qu'on avait interviewés qui avaient dit ça déjà dans le passé, qu'ils avaient senti qu'ils rentraient un petit peu dans un c'est un peu le clubhouse, comme dans les golfs, un peu, tu vois. Ouais. Et donc, il a dit, c'est vrai qu'il y a un petit peu ça, surtout les premiers, en plus, super rollers, ils avaient un dress code, il y avait un truc. Bon, c'est devenu un petit peu plus cool sur les derniers, mais il y a quand même quelque chose où, voilà, ils se serrent la main avant les tournois, tout le monde se connaît, tout le monde se respecte. Il y a quelque chose qui n'y a pas trop dans les tournois classiques. Ouais. Et il dit, en plus, bon, on a aussi beaucoup l'attention des médias, tout le monde n'est pas habitué à jouer devant des télés pour aussi des sommes d'argent aussi importantes. On a les caméras sur nous et qui filment nos cartes, donc c'est aussi quelque chose de particulier parce qu'on sait qu'on va être jugé de toute façon pour toutes nos décisions, pour les bons choix qu'on fait, mais aussi pour les mauvais. Donc voilà, c'est quelque chose de complètement différent de n'importe quel autre tournoi. Donc forcément, ça crée quand même un lien différent, quoi. And that you're a very regular player on the super high roller tournaments. So what would you say, like, do you think that the booming in the last 5 years or so of the super high roller really had an impact on the poker community? What did it change in the poker world? Because it's like nobody would have thought about tournaments like that 10 years ago. So it's something like kind of crazy that happened. So what did that change? I think that in super high rollers or in high rollers, the economy might be a little more healthy than in other tournaments, just because the people who lose money in the super high rollers are like are
a different type of gambler than like on low and on mid stakes. You know, there's like nobody buys into a 50K with their last $50,000, but people do buy into a $500 tournament with the last $500 kind of thing. So in that regards, I think the super high roller scene is just like, you know, more healthy in that regards. Like obviously there's you know, it rises and falls with the recreational players, right? If there's no recreational players left, those tournaments will not run any longer. But fortunately, this is an exciting game, and like, you know, there's a few people who like very genuinely enjoy the game, and they don't mind being losing in those games. And I think, yeah, like percentage wise, there's less of these people in like lower stakes. Non, parce que je lui demandais, c'est vrai que voilà, depuis 5-6 ans, ça a vraiment explosé ce type de tournoi quand même, super high roller. On n'aurait jamais pensé que ça pouvait exister il y a encore 10 ans. Donc, qu'est-ce que ça a changé dans le fond dans le monde du poker en général? Donc lui, il dit, je pense que ça reste quand même des tournois, finalement, même si c'est d'énormes sommes d'argent, il y a quand même un côté plus sain que dans des tournois peut-être à 500 euros, 1000 euros, parce que dans ce type de tournoi-là, personne qui perd va se retrouver vraiment dans une situation difficile en fait. Ça arrive dans des tournois de 500 ou 1000 euros que les gens jouent leurs dernières économies et s'inscrivent sur le tournoi en mode j'y vais, je tente ma chance, mais dans ces tournois-là, voilà, les joueurs récréatifs ne sont pas des joueurs qui vont vraiment être impactés par la perte de l'argent. Donc il y a un côté quand même plus sain par rapport à ça et voilà. And do you think it can bring a lot of people to the poker world, like also recreational player? Like it's a good advertising in general for poker. Yeah, I would think so. Like I like watching the best players play for a lot of money, but then again, you know, it doesn't. Like, watching the best play for a lot of money oftentimes isn't that exciting because like they have you know, very similar playing styles. They have like a very similar attitude. Like, you know, there's not a lot of like, you know, not necessarily a lot of television moments, you know. It's if you would script the tournament and you want to make it exciting, you would have like some breakdowns and like, you know, just some absurdity in there, and you don't get a lot of that because, you know, people who like break down in pressure situations are a lot less likely to make it to that level. And like, you know, as you said earlier, like there's a place for where people get judged for the mistakes they do, and if they show that side of them, if they like make themselves vulnerable like that, there's a bigger chance that they, you know, won't be back in the club kind of thing. Non, il disait au niveau du côté de est-ce que ça va vraiment ramener des gens, est-ce que c'est une bonne pub, il dit je sais pas tellement parce que c'est vrai que lui il adore regarder les gens, voilà, des bons joueurs de poker jouer, mais il dit d'un point de vue moyen, ça reste pas non plus super forcément excitant de regarder des joueurs de super high roller jouer parce que tout le monde a quand même un niveau très élevé. C'est pas des joueurs qui vont partir en tilt, c'est pas des joueurs qui vont faire des trucs de folie. Donc d'un niveau télévisuel, c'est pas forcément les meilleurs shows parce que voilà, il n'y a pas vraiment de moments de folie. Ça reste hyper sérieux. C'est des joueurs qui ont énormément de self-control, donc c'est pas forcément ça qui va faire vendre le plus. Donc voilà, c'est pas trop par rapport à ça. Je sais pas si tu avais des trucs à demander. Moi, j'ai une question. Alors, si tu veux la traduire, je vais pas me lancer dans un. Okay. En allemand, putain, je suis déçu. Ouais, j'aimerais bien que tu lui demandes ce que c'est sa routine quand il est dans des périodes, des grosses périodes de grind. Là, on sait que les scoops sont terminés. C'est quoi sa routine entre le grind et le travail hors des tables? Yeah, it was asking what's your routine in general before like a big series, like the scoops just are over, but between like big series, big events, like how do you handle, how do you prepare yourself, like do you have something specific? Yeah, I mean, there's not really a secret to it, right? Like the preparation for a big series is the same as a preparation to just, you know, improving as a player. So the way of improving is the same, and then when it comes to the tournament itself, then it's just about like basic things such as, you know, being relaxed, not being tired, being healthy, being fit, being ready to go for it.
But like, yeah, there's not a secret. And like, you know, these things can be super different things, whatever makes you feel well, or like, you know, whichever gets you the closest to 100% in that regards. Non, il disait par rapport à la routine, c'est pour tout le monde, c'est d'être le plus proche de son potentiel à 100%. Donc, quelle que soit la personne, c'est donc voilà, d'être bien, d'entretenir une bonne santé, d'être reposé. Donc, après, ça dépend de chaque personne, mais c'est vraiment d'arriver, en tout cas, à sa meilleure forme pour pouvoir jouer. Donc, après, ça dépend de chacun. Il n'y a pas de secret, en fait. Il n'y a pas vraiment de secret, il n'y a pas de recette. Voilà, il faut faire des efforts pour se sentir le mieux et d'être au mieux de sa forme avant de... Alors, j'aurais bien aimé savoir quand même, alors plus au niveau de sa routine, plutôt sa study routine. Ah oui. Yeah, it was wondering more also like about how you study, like what your study routine look like now. Yeah, I mean that has also you know, changed over the years with how like certain tools progressed. But like, yeah, for me personally, it's always been important to have like equally motivated people around me, whichever was the way to study, whether it was like Sit and Go Wizard, or whether it was Pio, or whether it's just running through Hench's History. So, you know, whatever it was at the time, it's just like so helpful to have people around you who you know, bring a different type of skill set and who are like very openly in sharing their thoughts, and are also able to, you know, take your thoughts into account. So yeah, for me, it's always been having a good group of productive people with like, yeah, good motives and good work ethics, I guess. Ouais, c'est plus par rapport aux gens avec qui il va s'entourer, en fait. C'est de choisir vraiment un bon groupe de personnes aussi assez homogènes. Donc, quel que soit ce que tu t'étudies, que ce soit les Sit and Go, PIO. Donc, voilà, des gens qui sont vraiment un petit peu sur le même mode que toi et qui vont t'apporter différentes choses et qui ont aussi cette même envie d'étudier, de travailler. Et donc, c'est très, très important de choisir les bonnes personnes pour s'entourer. Donc, c'est plus. J'avoue, en même temps, quand tu as fait Dorol, oui, c'est pas mal le home game. So there is a place left in your study group, or occasionally there's openings. There's some people quit, some people have other interests. There's always but we have available. really good wine. Oh, that'll help. And you know, full bankroll, we can register 5,000, maybe 1K. Maybe 1K. Maybe the super high free roller, but yeah, the King 5. Do you know the King 5? Demande-lui, parce que là on parle de locale allemande. Alors d'abord, on a eu une question dans le chat qui a un peu rien à voir, mais je vais la poser quand même. C'était l'imposition en Allemagne. Tu veux lui faire c'est joueur pro, c'est une question du chat, je la pose. Ouais. Et la deuxième, c'est plus la mienne. C'est en fait, il y a eu une période dans le poker où c'était les Scandinaves, tu vois, qui trustaient vraiment le poker mondial, et ensuite ça a été les Allemands en fait qui ont pris un peu la place. Qu'est-ce qui a fait que justement les Allemands se sont mis à un peu défoncer tout, quoi? No, so he had two questions. One is from the chat. So someone was asking a question about like if you can talk about it, what's the tax situation in Germany? So what's about that? And the other question is like before the game, it was more like the Scandinavian people. We were always talking about Scandinavian people, especially in EPT, that kind of tournament. And then the German like really took down the market and took the place of the Scandinavian people. So how do you explain that the German really started to like took that place and crush the poker markets? What was the first question again? About the tax situation in Germany. Right. Yeah. I mean, I haven't lived in Germany in a long time. I've heard like different thought of stories from like different states in Germany. Like for one thing, with like double, like for live poker, there's no additional tax in other countries, which is like very important. Like, you know, if you go to the US, you don't have to pay the additional 30% there, because like you have the double tax
treatment where you can't be taxed both places, kind of thing. But yeah, I'm not an expert on what the tax situation in Germany is like, and I wouldn't know, and it's like it varies a decent amount. And the second question, yeah, I just think the setting was right. I think there were like a lot of talented players in Germany at the time. We also had like a pretty big successful poker school that like basically gave people like $50 in the beginning, and then taught them some basic strategy, and then like, you know, they got like some part of the wake in return. So there was like a lot of young people who were like registering, and there was like a big pool of people who like connected, and like on all kind of games. You know, there were a lot of good young German people competing. And then the second thing, like, you know, so the talent was recruited. The second thing, there was also like a buyers and a selling market. So you could play tournaments, like live tournaments that you couldn't play with your bankroll, just because there were people who were ready to invest for the higher stuff as well. So just like, you know, all those things combined, and obviously there's variance as well, right? Like if or the Fabian Crosses and Marvin Reinkemeyer, whoever, Fedor, if they hadn't won, or if they hadn't been as successful as they were, maybe it would have been like, you know, the Russian people who like pushed the Scandinavians aside. Like, you know, you don't know those things. But yeah, the setup was just like, there was a lot of talent, maybe a lot to the successful poker school at the time. And then yeah, it was just, yeah, that was the setup, I would say. Non, il disait par rapport aux taxes, lui, ça fait longtemps qu'il habite plus en Allemagne, donc il ne sait pas trop. Après, ça dépend des États. Et ils ont aussi voilà, la même chose que, par exemple, s'ils jouent aux États-Unis, ils ne peuvent pas être taxés 2 fois sur des tournois. Donc, mais il dit, en dehors de ça, je ne suis pas trop impro par rapport à la fiscalité en Allemagne, et ça fait longtemps. Peut-être qu'il se renseigne. S'il fait des gros gains, peut-être qu'il n'a pas trop envie d'en parler non plus. Il y a moyen qu'il soit sous l'œil du cyclone, comme on dit. Exactement. Mais sinon, par rapport à ta question, donc pourquoi les Allemands se sont mis à croche le circuit, il dit c'est vrai qu'il y a eu des super belles promotions des écoles de poker en Allemagne qui avaient donné pas mal d'argent. C'est ce dont il nous avait parlé aussi notre invité de la semaine dernière. Lui, il avait commencé comme ça. Il avait eu d'abord un espèce de free roll. Et donc, des bonus, des bonus, et que ça avait permis de créer vraiment une grosse communauté de base de joueurs qui s'étaient créés grâce à ça. Et qu'ensuite, ils avaient eu aussi un peu de chance, et aussi le fait qu'en Allemagne, il y avait plus aussi cette mentalité de faire du stacking. Ils étaient vachement plus ouverts par rapport à ça. Les connaissances. Et que c'est quelque chose qui s'est fait beaucoup plus facilement que dans d'autres pays. Je pense que c'était plus naturel chez eux de faire ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que ça a aidé aussi beaucoup plus de joueurs à percer. Et qu'après, ils ont eu des joueurs aussi qui ont percé, dont on a énormément parlé, comme Marvin Rettenmeier et d'autres. Et ça a permis aussi de faire exploser le jeu assez rapidement, de faire une pub énorme. Donc voilà, c'est un petit peu toutes ces choses-là combinées, quoi. Do you understand when she speaks French? No, I've never learned that. Okay. Nice to listen to, but I don't understand. Okay. And but like so the past 12 months, 15 months have been kind of really crazy. So how did you live that year of lockdown and travel restriction? What did you focus on? What did it change for you? Yeah, I mean, it definitely basically completely stopped the life I was living for the 5-6 years before. But I honestly think it couldn't have come at a better time. Like, I feel like I was like ready to leave that behind, at least a little bit, because, you know, the circuit gets a little repetitive. It's like the same, exhausting as well, but also it's like, you know, it sounds exciting, but then it's kind of always the same places, and you know, a lot of the time it's you know, it's like big casinos, big hotels. And you know, it might not be where you want to spend your life, but it's tough to walk away from good spots. So in that regards, I felt like it kind of helped me a little bit that wasn't an option no longer. And also I genuinely enjoyed playing online a lot. So I mean, yeah, it's obviously hard to say these things when so many people are like really suffering, but like, yeah, it's been
pretty smooth and easy. I loved spending time at home in the UK. I loved spending the summer outside of Vegas for the first time in a decade. And like, yeah, now it's been a year and a half, and like I'm slowly starting to feel like, okay, yeah, maybe it would be nice to play WSOP in Vegas again or something. But yeah, I haven't really been missing it, and I've been playing. I've played more hands of poker in the last year than the 5 years before, just because we play a couple more tables, and it's been a very pleasant grind. So I've been enjoying the change of pace immensely. Non, il dit que finalement c'était arrivé à un bon moment dans sa carrière, qu'il a vraiment apprécié aussi le fait qu'il y ait cette période de pause, parce qu'il dit même si c'est vrai que c'est génial de voyager de tournoi en tournoi, ça peut devenir c'est très répétitif au final, et qu'on se sent toujours obligé d'aller à un tournoi à un autre. Voilà, et que l'offre est tellement grande qu'on se sent un petit peu obligé de tout le temps voyager, tout le temps d'aller d'un tournoi à un autre, et que ça devient un peu répétitif, et que finalement devoir rester chez soi comme ça et jouer online, c'était arrivé à un très très bon moment aussi, que là maintenant au bout d'1 an, 1 an et demi, il commence seulement à se dire ok, ce serait peut-être pas mal de retourner jouer les WSOP à Vegas, mais que finalement il avait joué beaucoup plus de mains cette année que certainement les 5 dernières années, à faire que du live, donc c'était aussi une très très belle chose. Il dit même si ça peut paraître difficile de dire ça parce que les temps sont très durs pour beaucoup de gens, donc il en a conscience, mais que c'était finalement une belle année pour lui et une bonne opportunité, quoi. And yeah, about what you said, like you play much more online, much more hands online. All the sites launch like really big online series. It's like all over the place. It's every month, like something huge happening. Do you think there is also a risk of stifling the market by offering so many big series all the time? Like the offer is maybe too big? I mean, yeah, there must be, right? Like, and I feel like everybody already sees the difference between the games now in comparison to when the game started at the beginning of Corona, right? Like the market will be dried out if there's like 300, 400K in wake going out of the system. And like, this can work if like there's constantly new markets that are getting like integrated or developed, but that's not really the case either, right? Like it's more like the opposite is the case, that like, different countries are kind of getting excluded from the market. So yeah, I definitely believe I believe that too much money being taken out of the system will have an effect. But I don't have a solution for that, and we'll see how things develop. Non, parce que je me demandais un petit peu de ce débat de est-ce que, ok, c'est vrai que c'était génial d'avoir autant de tournois, de pouvoir se concentrer sur l'online, mais que tous les sites sont en train de lancer des séries tout le temps depuis 1 an, et que ça devient un petit peu, ça étouffe peut-être le marché à force. Et il y a pas mal de joueurs qui avaient commencé à dire ça aussi, quoi, que quand il y a trop de séries à proposer, finalement, il n'y a plus, voilà, l'argent, tu peux plus continuer à le trouver, quoi. Et donc, il a dit, effectivement, c'est sûr que tout le temps... voilà, investir sur des grosses séries comme ça, au début c'était très bien, mais peut-être que ça commence à un petit peu étouffer le marché. C'est pas un marché qui se renouvelle spécialement beaucoup, c'est un petit peu le contraire, donc forcément au bout d'un moment tu arrives à saturation. Donc j'ai pas vraiment de solution pour ça. J'espère que les choses vont s'arranger, mais effectivement c'est un marché qui sature et qui n'est pas renouvelé, donc voilà, il faut trouver une solution par rapport à ça, quoi. Yeah, but now what's your project? Do you have other projects outside of poker? Do you have some goals that you want to achieve? What's your plan? Yeah, I mean, we have the No Limit Gaming team that you mentioned in the beginning, which is like not my main focus, but like it's just somewhat surrounding poker with like an exit plan. I also have like a dream of getting involved into like a soccer team and maybe making some moves there. But that which soccer team? No, not a specific one. It would be like a new one. Okay. But yeah, that program is also a little shut down because there's not a lot of amateur games running right now, so you can't really get into the system. But yeah, no, I don't have anything super specific outside of poker that like takes
takes my focus right now. But I'm hoping there's something coming up. Like I'm confident there will be something coming up. Non, il dit hors poker pour l'instant il n'a pas tellement de projets vraiment spécifiques. Il avait pensé, il y avait pas un truc par rapport à une équipe de football peut-être, mais tout s'est un petit peu arrêté voilà, par rapport à l'actualité. Donc voilà, en dehors du poker pour l'instant, voilà, il se consacre vraiment à ça. Il a pas d'autres. Il travaille beaucoup sur tout ce qui est leur équipe de No Limit Gaming. Voilà, mais en dehors de ça, non, il n'y a pas de projet spécifique. Okay. And yeah, but now, like, what's your plan for this summer? Are you going to try to travel for some like live tournaments, or are you going to wait for the WSOP or grind just a lot of line? I will not travel for live poker. Like Europe is really nice in summer. You guys know. And I've been skipping too many European summers, so I'm very happy to sit the live poker out for a few more months, and then I will probably not be able to sit it out any longer in September or October when the series starts. Ouais, non, comme notre invité de la semaine dernière, en fait, il a vraiment envie de profiter de l'été en Europe. Il dit que c'est vraiment génial l'été en Europe. Donc pour l'instant, j'ai envie d'essayer d'en profiter et d'attendre les WSOP. Il est où là? Il est à Vienne aussi, non? Il est où? You're in Austria, right? Yes, I'm in Vienna right now. Ouais, c'est ça, il est à Vienne aussi. Ils sont tous à Vienne, ok. Ouais, everybody, so many people lives in Vienna, so it's really a big poker community. And last question. There've been really a lot of like challenge and like heads up, like Fedor against Limitless. Everybody challenge each other. Is it something that you would like to do? Like there's definitely some charm in it. Like I kind of like how these, like with Victor and Fedor, I like the setup, but it feels like you have to be you either are very like loud and aggressive on social media to get like good action, or you actually get the action of someone who's like probably better than you in heads up. So neither of those options like completely speak to myself. But yeah, to some extent, I definitely like the idea of going into that kind of a grind for like, a bit of a personal note, and you're like, you dive into it head first and just like, battle it out. It's cool, but I haven't had a spot, and there wasn't anything that was close to it. Ok. Non, je me demandais si lui faire un challenge contre quelqu'un, c'était un truc qui le tenterait, ou voilà, c'est pas trop son style. Challenger, je suis d'ailleurs. Contre Comanche, de ouf. Et donc il disait que généralement les options, c'est soit tu es assez agressif sur les réseaux sociaux et dans ce cas-là tu fais beaucoup parler de toi et c'est toi qui vas chercher les gens, et donc il dit ça c'est pas vraiment mon truc. Et l'autre c'est quelqu'un de souvent qui est meilleur que toi en heads up qui va venir te faire un challenge. Donc finalement, c'est pas non plus une bonne option. Donc il dit, il n'y en a aucun des deux qui me parle vraiment plus que ça. Donc il dit, en soi, j'aime l'idée. Il a bien aimé ce que Federer avait fait contre Victor, que c'était un bon setup, etc. Mais que pour l'instant, il n'avait pas vraiment eu de... Ouais, c'est pas trop son truc, quoi. Il faudrait vraiment un spot intéressant. Intéressant, quoi, pour faire ce genre de truc, quoi. And yeah, it was really nice to have you. Like, you're super chill. I guess you're grinding, so I don't know if you're like playing poker right now. So good luck. I took the day off. Okay. Yeah, thanks for having me. This was pleasant. Yeah. Thank you very much. It's really cool to have you. You're really chill, and it's nice to talk to you. And good luck for everything. And maybe see you again on a live tournament one day. Yeah, that'd be cool. And we see you in a few months during the European soccer. That's the dream. Give me another 2 years or so. Okay. And then maybe. All right, guys. Okay. Bye-bye. Okay, bye. Thank you very much. Bye, Arena. Bye.